Top 50, Top 50, Europe 1. Combien étaient-ils, les petits clous, à suivre fiévreusement chaque week-end le baromètre officiel des tubes? L'audience du Top 50, l'émission culte d'une génération, n'a malheureusement jamais été officiellement mesurée. Mais on peut estimer, sans grand risque d'erreur, que chaque révélation du nouveau classement a tiré des millions et des millions de jeunes et de moins jeunes sur Canal+ et sur Europe 1. Pour comprendre pourquoi le Top 50 a été un tel succès, il faut rembobiner le film de notre vie. Il faut oublier nos smartphones, les réseaux sociaux et autres plateformes de streaming, les remplacer par les téléphones à cadran, par le Minitel, par ces bons vieux magnétoscopes avec lesquels on se sentait les maîtres du temps. Bienvenue dans Top 50, les dessous d'une émission culte. Top 50, Europe 1. Savez-vous qui a inventé le Top 50? Et surtout, savez-vous pourquoi? Dans ce podcast, en 2 épisodes, nous allons revenir sur la naissance, pas toujours simple, de ce programme qui deviendra vite l'un des plus populaires du PAF. Célébrer l'anniversaire du Top, c'est d'abord célébrer le parfum d'une époque, un parfum d'innocence. Internet n'avait pas encore révolutionné notre manière de consommer de la musique. En 1984, le vidéoclip, que l'on dit aujourd'hui à l'agonie, est en plein essor. On vend alors plus de 150 000 45 tours par jour. La musique ne se télécharge pas encore, on l'écoute essentiellement à la radio, sur platine ou sur cassette audio à bande magnétique. Et chaque week-end donc, les petits clous sont justement cloués à leur poste. Épisode 1. Du vieux hit parade au Top 50. Les hit parades ont plus ou moins toujours existé. La preuve, le tout premier hit parade français voit le jour quelques mois seulement après la naissance d'Europe numéro 1. À la rentrée 1955, alors que les disques en vinyle sont en train de remplacer les vieux 78 tours, Europe numéro 1 et Le Figaro lancent conjointement la Bourse des chansons. Ce classement qui répertorie les tubes du moment est à retrouver tous les vendredis dans le journal et tous les dimanches de 10h à 10h15 sur notre antenne. Tiens, est-ce que vous connaissez le premier numéro 1 de la première Bourse des chansons? Jacqueline François. Oui, c'est vrai que c'est un tube un petit peu oublié. Les lavandières du Portugal. Tant qu'il y aura du linge à laver, on boira de la manzanilla. Tant qu'il y aura du linge à laver, des hommes on pourra se passer. Au même moment, Music Hall, le magazine des chansons et des variétés, s'engouffre dans cette mode des classements en proposant notamment le classement des titres les plus demandés sur les jukebox qui peuplent alors quasiment tous les bars et cafés de France. Farewell, goodbye, although I'll cry, ain't that a shame? My tears fell like rain, ain't that a shame? You're the one to blame. Les auditeurs deviennent tellement friands de ces classements musicaux qu'ils finissent par se tailler une place de plus en plus importante sur notre grille d'antenne. Dans les années 60, période SLC oblige, la Bourse des chansons devient le hit parade Salut les copains. Et l'émission dure désormais 1h30. Dans les années 70, le hit parade SLC devient tout simplement le hit parade. Tous les dimanches, en fin d'après-midi, ce hit tient en haleine des millions de jeunes et aussi tout le milieu de l'industrie du disque. Car pour une maison de disques ou un manager, avoir un titre bien classé, évidemment, ça fait vendre. Le hit vous offre une Canterbro, la bière de Maître Canter. Pour l'animer, des vedettes de l'antenne se succèdent. Sam Bernett, Patrick Topalov, Christian Morin, ou encore la voix des émissions jeunes et branchées des années 70, Jean-Loup Lafont. Ça y est, 17h35 et cette fois, elle entre dans le hit téléphonique, démocratique et quotidien d'Europe 1. Son nom, Amy Stewart, et avec son Knock on Wood pour la faire monter 256-90-20. Hit parade, première heure.
À l'époque, c'est en partie du côté du standard téléphonique que se joue la montée ou la descente des différents titres classés. Plus les auditeurs plébiscitent une chanson, plus celle-ci grimpe, et inversement. 256 90 20. Alors Jean-Louis Hervé Villard a perdu 2 places. Alors, il est 5e. Il est 5e. Et devant Chic est 4e. Ouais. Numéro 3, Queen, Qui monte. qui monte, et Super 30, numéro 2. Pour le maillot jaune, Patrick Hernandez, Born to be Alive. L'émission est une telle institution qu'elle est même évoquée au cinéma en 1979. Dans Le Temps des vacances, comédie de Claude Vital avec Nathalie Delon et Daniel Secaldi, eh bien Jean-Loup Lafont joue son propre rôle, c'est-à-dire celui du présentateur vedette du hit parade d'Europe 1. Comment s'est passée ton émission? Le hit? Oh, formidable. 392 appels. Je peux te dire le standard rouge comme une tomate. À la fin, t'aurais pu faire cuire un œuf dessus. Oh, ouais, c'est fantastique. Chaque dimanche à 16h, quand commence le hit parade, le standard explose. Les années passent et le succès ne se dément pas. Mais quand il remplace Étienne Moujotte à la direction de l'antenne, en 1981, Philippe Gildas ne s'en réjouit pas forcément. C'est tout bête. Quand j'ai commencé à être responsable des programmes, donc de la musique, j'ai découvert que chaque jour, j'avais un nouveau manager, un nouveau producteur qui arrivait en me disant « mais ma chanteuse, elle est numéro 1 des ventes ». L'autre, le lendemain, arrivait en disant « mon chanteur, il est numéro 1 ». Le surlendemain, mon groupe, il est numéro 1. Et il y avait que des numéros 1. Philippe Gildas se sent sous pression avec ce hit parade qui ne doit froisser personne et satisfaire tout le monde. Mais pour Yann Egan, qui succédera à Jean-Loup Lafont à la présentation de l'émission, il ne faut pas en déduire que les classements étaient totalement bidons. C'est très exagéré de dire ça. Évidemment, je vois pas un producteur dire tiens, je te donne, c'est des euros maintenant, tiens, je te donne 20 000 euros, tu mets numéro 1 de hit parade. Ça se passait pas comme ça. Il y avait peut-être des arrangements, alors ça j'en sais rien. Moi j'étais pas programmateur Europe 1. Il faisait en fonction des ventes globales. Donc c'était pas d'une grande précision. Si on veut dire que c'était bidon, non. Est-ce que c'était très précis? Moyennement. Être le plus précis possible, c'est justement ce que cherche Philippe Gildas. Si Europe 1 est la plus grande radio, elle doit avoir un hit parade irréprochable. Et si ça peut permettre d'éviter les coups de téléphone intéressés des managers et autres producteurs, eh bien ce serait parfait. Et donc j'ai demandé à mon ami Lescure, qui n'était pas ici mais qui était mon consultant en musique, j'ai demandé mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Il n'y a pas moyen de savoir. Il dit non, il n'y a pas moyen de savoir, sauf si tu fais une enquête comme on fait aux États-Unis ou comme on fait en Angleterre. C'est donc Pierre Lescure, ancien rédacteur en chef adjoint d'Europe 1, qui souffle à Gildas l'idée d'un nouveau mode de classement. Mais il n'est pas le seul. Le chanteur britannique Murray Head, très ami avec le couple Maryse et Philippe Gildas, lui conseille également de copier les Anglais et les Américains. Dans les pays anglo-saxons, effectivement, ce sont de grands instituts de sondage qui sont chargés de mesurer la popularité des chansons. C'est le cas aux États-Unis, où chaque semaine, le groupe Nielsen publie le fameux Billboard. Philippe Gildas flaire la bonne affaire. Et si on faisait pareil en France, en missionnant la branche française de Nielsen, ainsi que un autre institut comme Ipsos? Philippe Gildas ajoute: ce nouveau classement pourrait faire l'objet d'une nouvelle émission sur Europe 1, bien sûr, mais aussi, pourquoi pas, sur cette nouvelle chaîne de télévision, celle qui s'apprête à être lancée, Canal+, pour laquelle travaille l'ami Lescure. Philippe Gildas toujours. C'est d'ailleurs Europe 1, via sa petite société de production Top numéro 1, qui pourrait s'en occuper. Mais une question essentielle se pose. Qui pour animer? Au départ, la direction d'Europe 1 pense naturellement à Yann Egan pour la radio et la télévision. Il y aura Canal+, bon, tu vas être sur Canal, tu vas être sur Europe, puis quelques temps plus tard, mais tu sais, j'ai revu Lescure, tu sais, ce qu'il voudrait, c'est que Canal ait son animateur, donc tu seras sur Europe, et sur Canal, ils vont prendre quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? D'accord, mais qui? Durant l'été 1984, Marc Toesca, 28 ans, animateur sur une radio concurrente, RMC pour ne pas la citer, entend vaguement circuler quelques noms. Je savais qu'il y avait un projet de hit parade sur la chaîne pendant l'été, mais je savais pas ce que ça allait être, ou je sais comment on parlait de Jean-Loup Lafont, qu'on parlait de... Voilà, il y avait des noms qui circulaient, mais moi ça m'intéressait pas, c'est pas ce que je voulais faire. Cette 4e chaîne française, dont la naissance est prévue pour le dimanche 4 novembre, s'annonce révolutionnaire.
Tout d'abord parce que cette 4e chaîne sera en partie payante et va nécessiter un décodeur. Et ça, c'est du jamais vu. Mais aussi et surtout pour l'originalité de sa grille. Il y aura 2 heures d'infos le matin, puis 6 flashs ensuite dans la journée, ce qui ne se fait pas ailleurs. Il y aura des films récents, quand les autres chaînes doivent attendre plusieurs années après la sortie d'un film pour pouvoir le diffuser. Et il y aura aussi des émissions musicales, dont notamment ce nouveau hit parade. Alors qu'il n'a pas du tout présenté sa candidature, Marc Toesca finit tout de même par être approché à la rentrée 84. Les directions de Canal+ et d'Europe 1 aiment sa jeunesse, son dynamisme, sa culture musicale. Mais son premier réflexe, figurez-vous, c'est de refuser toutes ces avances. On m'en parle au mois d'octobre 1984, enfin un mois et demi, septembre, allez, on va dire à la rentrée 1984. Moi, je bossais sur d'autres projets et Gildas et Lescure et De Greff aussi me convoquent dans le bureau et me disent voilà, on va faire un hit parade sur Canal+. Tu veux le faire ? Bah non, bah c'est pas mon truc. Et Lescure me dit ouais, mais de toute façon on va le faire un an, tu le fais un an et puis on verra. Et puis mais tu sais, ça va pas être un hit parade, ça va être un classement des meilleures ventes de disques. C'est-à-dire que c'est un truc qui s'est jamais fait en France. Encore peu connu du grand public, Marc Toesca se laisse convaincre. Mais l'intéressé ne semble pas trop savoir où il met les pieds. On savait pas du tout ce que c'était, quoi. On avait un classement des meilleures ventes, mais qu'est-ce qu'on fait ? À quelques semaines du lancement, une seule chose est sûre. Ce hit parade nouvelle génération fera partie des émissions que la chaîne proposera gratuitement. Ça veut dire en clair et sans décodeur, pour servir de vitrine, donner au plus grand nombre l'envie de s'abonner. Une belle exposition, mais aussi une sacrée responsabilité. D'autant que le premier top 50 doit être diffusé dès le premier jour. Une sacrée responsabilité aussi pour les 2 instituts de sondage approchés par Philippe Gildas, Nielsen et Ipsos, qui, jusqu'ici, avaient plutôt l'habitude de travailler dans la politique ou l'alimentaire. Avant le top 50, Nielsen et Ipsos faisaient déjà des trucs avec les pots de yaourt. Par exemple, il y avait une marque qui lançait un yaourt à la fraise et un autre à la framboise. Ils voulaient savoir quels étaient les yaourts qui se vendaient le mieux ou le plus. Et ils ont un petit peu adapté leur méthode de travail aux 45 tours. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les gens de Nielsen et Ipsos qui eux-mêmes comptabilisaient dans les bacs de disques. C'est-à-dire que c'était ni les disquaires ni les maisons de disques qui envoyaient un bilan de la semaine aux 2 instituts. On n'avait pas les méga surfaces qui ont pu exister comme la Fnac ou le Virgin Megastore. C'était souvent des petits disquaires et quelques grandes surfaces. Donc effectivement, ils avaient un panel assez représentatif de la profession et je sais pas, ils avaient plus de, je crois, une centaine de magasins répertoriés. Et chaque semaine, ils tiraient au sort les endroits où ils allaient faire les enquêtes. C'est-à-dire que chaque semaine, c'était pas chaque fois les mêmes magasins qui étaient enquêtés, c'était vraiment tiré au sort. Donc on dit ouais mais c'est facile, il suffit aux maisons de disques d'acheter des disques. Mais non, ça marchait pas comme ça. Mais on était tellement fliqués que ce genre de truc pouvait pas arriver. Parce qu'on jouait à la fois la réputation de l'émission, du classement, et aussi la réputation des 2 instituts de sondage, comme Nielsen et Ipsos. Une semaine avant le jour J, Nielsen et Ipsos parviennent in extremis à effectuer un classement test, pour être sûr que tout est en ordre. Classement que domine l'un des tubes de l'été 84, Femme libérée de Cookie Dingler. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. En coulisses, l'équipe est engagée dans un véritable contre-la-montre. Le nom de l'émission, par exemple, n'est trouvé qu'au dernier moment. Comme la société de production s'appelle Top numéro 1 et que 50 titres figureront dans ce classement hebdomadaire, c'est le nom de Top 50 qui est proposé. Adjugé vendu. Pour le reste, c'est vraiment de l'impro total. Précisons qu'aucun membre de Top numéro 1, Marc Toesca compris, n'a d'expérience dans la télévision. Ils faisaient des spectacles, ils faisaient les tournées de Sardou, je crois qu'ils ont fait la tournée Starmania aussi, et en même temps, ils ont créé ce département audiovisuel. C'est-à-dire qu'il y a des gens de la radio qui étaient des techniciens, des preneurs de son, qui ont fait des stages de formation de cadreurs, d'éclairagistes, donc c'était... l'équipe du top 50 au départ, c'est que des gens de radio. L'idée, elle est là, c'est-à-dire que c'est d'abord la production top numéro 1 et ensuite Canal qui va diffuser le top 50 sur la chaîne. Mais à la base, c'est quand même Europe 1 et surtout et top numéro 1. Pour plus de visibilité, Europe 1 et Canal+ s'associent avec le magazine Télé 7 jours qui propose de publier le classement chaque semaine. Nous sommes à moins d'une semaine du premier top 50 et il n'y a toujours pas de musique pour le générique. L'équipe du Top 50 se plonge alors dans le classement test effectué par Nielsen et Ipsos et choisit
un peu par hasard, un morceau dans la liste. Non, attendez, on n'a pas le temps. Le top, c'est dans une semaine. Moi, je prends le classement. Je vous prends un titre au hasard. Bon, Skibit, non. Julien Clerc, non. P-Lion, Dream. Tiens, au début, ça parle pas. C'est instru, c'est parfait. Le plus dur a finalement été d'obtenir l'accord de la maison de disques concernée. Le générique, un jour on nous a dit tiens, avec Carrère on a trouvé un truc, peut-être ça peut être sympa, écoutez, et puis effectivement ça collait. Nous on avait déjà fait un générique avec l'équipe, le générique, mais il n'y avait pas de musique dessus. Voilà. Et donc comme la musique collait parfaitement au générique, on s'est dit ouais pourquoi pas, et puis quand on nous a dit, quand Carrère a fait le deal avec Europe et Canal, et qu'effectivement il faisait un prix d'amis, donc voilà quoi, puis Lion est arrivé comme ça, quoi. Ouf! Grâce au travail acharné des équipes d'Europe 1 et de Canal+, la nouvelle émission sera prête à temps. Dimanche 4 novembre 1984, Tour Ollier de Serres. On est dans le 15e arrondissement de Paris. 7h57 du matin, André Rousselet lance enfin Canal+, après des mois et des mois de préparation. Toute l'équipe souhaite la bienvenue à ceux qui sont devant leur poste de télévision. D'emblée, Canal+ se démarque avec un générique qui renvoie instantanément ceux de TF1 et d'Antenne 2 à la préhistoire. En régie, Pierre Lescure souffle. Il essuie son front. C'est la fin d'une longue période de stress, durant laquelle il a fallu mettre en place une équipe. Il a fallu mettre en place une grille des programmes, trouver des partenariats, des annonceurs. Heureusement la trouille, parce que si on n'avait pas la trouille ce matin à 8h-3, ce serait à désespérer de l'excitation et de l'enthousiasme. À 8h-3, on avait la trouille, et puis le président a appuyé sur le bouton qu'enclenchait le premier magnétoscope de Canal+, et c'était un générique. Alors bien entendu, il fallait et des techniques de pointe et la tradition. La tradition, c'était sur l'écran, une bouteille de champagne qui venait comme se briser sur l'écran et exploser au visage des abonnés et de tous ceux qui nous regardaient, puisque c'était sans décodeur ce matin entre 8h et 9h. Canal+ est né et le bébé se porte bien. Mais le stress refait surface. Dès 9h01, le téléphone de Canal+ ne cesse de sonner. La plupart des 160 000 possesseurs du fameux décodeur ont du mal à le faire marcher. Notre centrale téléphonique a été submergée d'appels parce qu'il y a certaines personnes qui ne savaient pas faire marcher le décodeur. Et puis il y en avait d'autres qui avaient des postes de télévision qui n'étaient pas tout à fait adaptés pour la prise Péritel. Alors à 11h, on a fait un petit flash pour leur annoncer que ceux qui avaient des postes Grundig, Hitachi et Sony, il fallait appuyer sur la touche auxiliaire ou magnétoscope, et les appels ont cessé depuis. Les problèmes techniques ont décidément marqué les premières heures de Canal+. Car le premier enregistrement du premier Top 50 n'a été qu'une succession ininterrompue de problèmes techniques. Heureusement que l'émission n'est pas en direct. Top 50. Dans le deuxième épisode de ce podcast, nous verrons comment se sont passées les premières révélations du Top 50 sur Canal+ et Europe 1. Nous verrons comment et pourquoi le premier classement a surpris tout le monde. Et surtout, comment l'émission est rapidement devenue incontournable. Top 50. Top 50. Europe 40 ans du Top 50, les dessous d'une émission culte. Épisode 2, la folie des petits clous. Automne 1984, les téléspectateurs français ne savent plus où donner de la zapette avec cette nouvelle chaîne qui voit le jour, Canal+. Ça faisait 12 ans qu'une nouvelle chaîne n'avait pas vu le jour en France, depuis FR3 en 1972. Alors il ne faut pas décevoir les 160 000 premiers abonnés. Et il faut aussi, si possible, séduire ceux qui ne le sont pas encore. Ça, c'est l'une des missions du Top 50, qui est l'un des programmes diffusés en clair et sans décodeur. Dimanche 4 novembre, jour d'inauguration de la 4e chaîne. 14h et des poussières. Sur Europe 1, Yann Egan lance la version radio de l'émission. Salut, c'est Yann Egan. Pour moi, c'était une émission comme une autre, avec un plus, c'était en quelque sorte un sérum de vérité sur les ventes de disques. Première fois,
Une formalité donc sur Europe 1 pour le réalisateur-animateur Yann Egan. En revanche, côté télé, Marc Toesca et son équipe enchaînent les déboires. Fort heureusement, le premier top 50 n'est pas en direct. Il a été enregistré la veille, donc comme je vous l'ai dit, personne n'avait fait de télé, on a eu un problème technique. C'est-à-dire qu'on a commencé à 4h de l'après-midi, non on a commencé très tôt, genre midi 13h, et on a dû finir l'enregistrement à 4h du matin, quoi. Voilà. Problème technique un samedi après-midi, c'est pas évident, quoi. Quand la cassette du premier top 50 est envoyée depuis la régie de Canal+, les téléspectateurs n'y voient que du feu. L'immense problème technique du samedi restera donc confidentiel. Antenne dans 5, 4, 3, 2, 1, envoyez la bande. Pour la toute première fois, les téléspectateurs entendent ce générique qui va devenir l'un des plus célèbres de l'histoire de la télévision. On ne saura jamais combien de personnes étaient devant Canal+ ce jour-là pour suivre le premier numéro du Top 50. Ce qui est sûr en revanche, c'est que les téléspectateurs se posent tous la même question. Qui est numéro 1 ? Tous, de Philippe Gildas à Pierre Lescure, en passant par Marc Toesca, y sont allés de leurs petits pronostics. En secret, ils espèrent bien que le premier numéro 1 sera un tube rock, leur genre musical préféré. Pourquoi pas Téléphone ? Avec Un autre monde par exemple. Je rêvais d'un autre monde où la terre serait ronde, où la lune serait blonde. Quand ils découvrent ce premier classement officiel des ventes de 45 tours en France, Marc Toesca et les équipes d'Europe 1 et de Canal+ sont d'abord surpris par sa qualité. C'est vrai que bon, on voit Prince quand même qui est là, il y avait Toc Toc, Lionel Richie, Evelyn Thomas, Dépêche Mode, voilà, Phil Collins. Quand on voit les 10 premiers, c'est intéressant, quoi. Quand même, bon, Sardou, Cyndi Lauper, France Gall, Téléphone, Chris de Burgh, Ray Parker Jr., Coquin Ingler, Scorpion, Stevie Wonder. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. De Still Loving You à Small Town Boy, en passant par Un autre monde, le premier top 50 est rempli de chefs-d'œuvre. Mais quand les directions d'Europe 1 et de Canal+ découvrent qui est numéro 1, là, c'est la stupeur. Ce n'est pas Scorpion, ni Bronski Beat, ni Téléphone, ni même Cookie Dingler qui était numéro 1 lors du classement test. Mais Peter et Sloan ? En coulisses, Gildas et Lescure n'en reviennent pas, tout comme les deux présentateurs Yann Egan et Marc Toesca. Besoin de rien, envie de toi, comme j'avais envie de personne. Tu vois le jour, c'est à l'amour qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi, comme le rouge aime l'automne. Tu sais, l'amour, c'est à Vérone qu'il ressemble. Besoin de rien, oui. Bon, c'est sûr qu'au fond de moi, c'était pas vraiment ma tasse de thé, mais ça a du succès, les gens aiment bien. Bon, allons-y gaiement. Mais je crois que c'est resté pendant 2 mois, numéro 1 du top 50, c'est incroyable. Et j'ai dit, c'est incroyable, en fait. Non pas en disant, c'est incroyable parce que cette chanson est nulle, pas du tout, c'est une chanson populaire. Je sais que quand plus tard, et donc cette chanson a eu un succès exceptionnel, et il est évident que si ça avait été un hit parade normal comme avant, elle aurait été numéro 1, bah non. Elle aurait peut-être été 7, 8, 9, et puis au bout de 3 semaines, peut-être qu'on l'aurait un petit peu retiré. Ce qui n'empêche pas que les gens auraient aimé cette chanson. La force du top 50, c'était un hit parade vérité. Je vous ferai la révélation du nouveau top. Top 50. Vas-y, ben voilà, quoi. Mais moi, je connaissais pas, hein. Ah, je connaissais pas la chanson et je savais pas qui était Peter et Sloan, quoi. D'ailleurs, le premier top, je dis Peter et Sloan, pour vous dire. Mais vraiment, je savais pas je connaissais pas du tout la chanson. Mais c'est surtout les FM du Nord qui programmaient Peter et Sloan. Ouais, ça venait vraiment un truc de Belgique, quoi. C'était bon, ils sont pas belges, mais ça, la grosse programmation venait des FM du Nord. Et c'est comme ça que le top qu'on les a retrouvés classés numéro 1 des ventes, quoi. Grâce aux radios locales du nord de la France et grâce à Europe 1, qui a été la toute première radio à flairer le tube. Rembobinons l'histoire de quelques mois.
Peter et Sloan, Jean-Pierre et Chantal, de leur vrai nom, se rencontrent dans un studio d'enregistrement à la fin de l'année 1983. Lui a connu le succès en chantant notamment des génériques de dessins animés. Du fond de la nuit d'or, Albator, Albator, de bâbord à tribord. Elle, de son côté, est compositrice en plus d'être chanteuse. Elle a aussi été notamment choriste de Céline Dion sur son premier album. Et elle fait partie de la célèbre bande à Basile. Regardez les fronts bleus qui dansent sur l'arc-en-ciel, sous les bravos des hirondelles. Viens là le troubadour, je vais lire dans ta main tes joies, tes chagrins, tes amours. Très vite, le couple qui a décidé de s'appeler Peter et Sloan a l'idée de former un duo et d'enregistrer un premier titre, Ma vie avec toi, ta vie avec moi. Ma vie avec toi, ta vie avec moi, c'est de l'amour et encore de l'amour pour toi. Ma vie avec toi, ta vie avec moi, c'est le bonheur qui commence. Garde-moi dans tes bras. Le jour de l'enregistrement, les producteurs Michel et Pierre Célie se posent des questions sur la phase B du 45 tours. On fait quoi pour cette phase B? Alors on met une version instrumentale ou... Parce que c'est un slow, hein, donc... Mais non, on fait un titre chanté, un vrai titre. C'est finalement cette deuxième option qui est choisie. Après avoir demandé à Sloan d'aller chercher sa guitare à 12 cordes, ils lui disent « Tu nous fais un petit truc rythmé, vite fait, pour faire la phase B. Je me concentre, je joue, et la 12 cordes, ça me fait voyager dans ma tête, et puis, 20 minutes. J'ai fait 3-4 heures de guitare, j'ai fait 5-6 chœurs, et puis je suis redescendu une petite demi-heure après avec mon titre, et ils l'ont écouté, ils ont dit « C'est superbe. C'est mieux que ce qu'on pensait. » Dans la foulée, une parolière, amie du couple, Marie Casanova, écrit un texte intitulé « Besoin de rien, envie de toi ». Et le surlendemain, Peter et Sloan sont en studio pour enregistrer cette chanson, cette phase B. Ce jour-là d'ailleurs, Sloan est dans un sale état. Peut-être justement parce qu'elle sent qu'elle tient là un tube. Je suis arrivée, je pense que c'est l'émotion, j'ai fait une crise au foie. Et j'ai enregistré Besoin de rien, envie de toi en allant vomir toutes les 10 minutes. Et je me suis pas rendu compte de ce que je chantais parce que j'étais malade, mais malade, incroyable. Dans la plupart des radios, quand les programmateurs reçoivent le disque, ils préfèrent le laisser prendre la poussière sur le coin d'un bureau. Peter et Sloan, je sais pas, enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça a l'air complètement... c'est ringard, ça, on peut pas passer ça. Non, mais attends, en plus, c'est plus du tout la mode des duos, c'est fini, ça, allez, oust, dehors. Mais à Europe 1, on est plutôt séduit, surtout par la phase B. Dans le creux de l'été, les programmateurs décident même de donner sa chance au morceau. Sloan n'a jamais oublié ce moment. Europe 1, 23 juillet 1984, à 15h05. Et j'entends mon titre pour la première fois. J'ai pleuré. J'étais chez moi, assise dans un fauteuil, à écouter ma radio. Les producteurs, ils ont été présenter notre titre à Europe 1 et Europe 1 nous a pris sous son aile. Ils sont devenus coéditeurs. Donc Europe 1, c'est mon bébé. Les auditeurs adorent et en redemandent. En 15 jours, le titre est dans la liste des chouchous, ce qui fait qu'il est programmé à l'antenne plusieurs fois par jour. Les semaines passent, la chanson Besoin de rien, envie de toi reste programmée très régulièrement sur Europe 1, mais aucune autre radio nationale ne consent à la diffuser. Tout va changer brutalement lors du mois d'octobre. À cette époque, Michel Drucker est tous les matins sur Europe 1 et le samedi soir sur Antenne 2 pour animer l'émission de variété la plus suivie du moment, Champs-Élysées. Et le 20 octobre 1984, Drucker convie le couple sur son plateau, une aubaine énorme pour Peter et Sloan. D'un seul coup, les producteurs nous disent vous allez faire Champs-Élysées, on va faire Champs-Élysées. Et je me suis dit, oh là là, le premier réflexe, il faut que je me trouve une super robe. Premier réflexe, parce que c'est une émission de prestige, c'était extraordinaire. Et c'est là où j'ai réalisé que la France commençait vraiment à nous aimer, puisqu'ils achetaient les disques beaucoup. Les ventes de disques qui étaient déjà fortes jusqu'ici atteignent en effet des niveaux astronomiques, plusieurs dizaines de milliers chaque jour. Mais de là à imaginer qu'ils allaient prendre la première place du premier top 50... D'ailleurs, le top 50, ils ne savaient même pas ce que c'était.
quand leurs producteurs leur ont dit, 2 jours avant le 4 novembre 1984, que c'était eux les premiers, les number one. Quand les frères Céline nous ont appelés, ils nous ont dit, mais j'ai dit, mais c'est quoi le top 50? Je connais pas. Ils disent, c'est une nouvelle émission et on l'a appris. Bon, moi, je me rendais pas compte, hein. Je me disais, bon, c'est bien, on est premier au top 50, voilà. Et puis là, après, quand c'était la réalité, à la télé et tout, j'ai dit, oh là là, mais c'est énorme. Et de là, tout est parti. De là, tout est parti, oui. Toutes les radios se sont mises à diffuser Besoin de rien, envie de toi. Le titre reste au total 8 semaines à la première place. Le succès, appelant le succès, cette première place au top 50 fait vendre encore plus de disques. On était haut la main sur les ventes, puisque on a fait très vite 47 000 ventes jour. C'est magique. Jamais j'aurais pu penser, je fais une phase B, c'était pas prévu, qui devient phase A, première au top 50. Merci. Et merci de nous avoir aidés à l'époque. Peter et Sloan sont peut-être numéro 1 du top 50, mais ils ne sont pas pour autant épargnés par la critique. Et on peut le dire franchement, ils s'en sont parfois pris plein la figure. On n'avait rien à voir avec tout ce qui se faisait. Il y avait Balavoine à l'époque, il y avait tout ça, et nous on arrive avec et le duo en plus habillé, moi en dentelle, lui gentil garçon, moi les cheveux en brushing. Là, c'est vrai qu'on fracassait tout par rapport au reste. On n'avait rien à voir. Et on pouvait, entre parenthèses, paraître pour des ringards. Enfin, à l'époque, ils disaient has-been. Bon, mais c'est vrai, on était décriés énormément. Le grand public aime, les critiques, elles, ricanent. Mais le titre est devenu aujourd'hui un classique que tous les Français, même les plus jeunes, connaissent. Quant au classement top 50, que ça plaise ou non, il est le reflet de la réalité des goûts des Français. Et en quelques semaines seulement, le top devient une institution et une émission incontournable pour des centaines et des centaines de milliers de fans. Oh, il y avait des millions, ouais. Mais très vite, on sentait qu'il se passait quelque chose autour du top 50. Voilà. Mais à l'époque, il n'y avait pas de score d'audience, il n'y avait pas d'audimat. On savait simplement dire que notre audimat à nous, c'était la satisfaction de l'abonné. Les abonnés notaient je crois, de 1 à 7 les programmes et le top était toujours très bien classé, quoi. La preuve ? Au bout de quelques semaines, l'émission principale passe du dimanche après-midi 17h45 au samedi soir 18h35. Quant à la quotidienne, du lundi au vendredi, elle passe vite à 20h, juste en face des JT. Top 50, chopez le tic. Seul problème, certains téléspectateurs comprennent mal le nom de Marc Toesca, qui reçoit des courriers au nom de Marteau Esca. S'il m'appelle Marteau, je vais les appeler les petits clous, se dit l'animateur. Waouh, salut les petits clous de mon cœur. Pendant 1 heure, c'est le classement des meilleures ventes de 45 tours en France. Le tout nouveau classement, c'est déjà le 76e. Avec bien sûr les enquêtes de Nielsen et Ipsos. Et je vous rappelle au passage que ce top est une exclusivité Canal+ et Europe 1. Mais tout de suite, regardons ce qui nous quitte. Tout se passe pour le mieux, mais dans le courant de l'année 1985, Marc Toesca est appelé par le patron de Canal+, André Rousselet. Mais pourquoi faire ? Marc Toesca n'est pas du tout rassuré. Il m'avait convoqué dans son bureau. Alors moi déjà, quand Lescure m'a dit « Bon, le président veut te voir demain », je commence un peu à flipper. Je dis « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Et je suis arrivé, et il me regarde, il me dit « Vous savez, je suis pas content du tout. » Ah bon. Je commençais un peu à baliser. Il me dit « Vous savez, mes amis se plaignent. À cause de vous, ils ne peuvent plus regarder le journal de 20h. » Voilà, c'était. Mais très, oui, il y avait 84, il y avait un poste de télé par foyer, quoi. C'était pas, il y avait pas des écrans plats partout. La télé, c'était encore une sorte de commode Louis XV qui pesait 1 tonne, et voilà, c'était dans le salon et tout le monde était réuni autour. Dingue de musique, Marc Toesca ne se contente pas d'égrener froidement le classement. Il donne son avis, n'hésite pas à mordre quand un morceau ne lui plaît pas et le dit aussi haut et fort quand ça lui plaît. C'est déjanté, c'est déglingué, c'est décintré, c'est tout ce que vous voudrez, mais qu'est-ce que c'est génial et qu'est-ce que ça fait du bien de les trouver dans le top 50 en 33e position. Ils arrivent cette semaine à Rita Mitsuko, Malzia Baila, numéro 33 au top, c'est génial. Succès sur Canal+, le top 50 l'est aussi sur Europe 1. Avec son idée de génie, Philippe Gildas permet à la station de résister admirablement à l'invasion des radios musicales type Énergie sur la bande FM. Top 50. Le top 50 a aussi contribué à renforcer l'importance du vidéoclip.
À la fin de l'année 1984, la plupart des artistes classés au top ne voyaient pas toujours l'intérêt de faire des clips. Il y a très peu d'émissions qui en diffusent. Mais sans clip, la chanson ne peut pas passer sur l'antenne de Canal+, et passe plutôt à la trappe. Heureusement pour Marc Toesca et son équipe, Michel Drucker anime une quotidienne sur Europe 1 chaque matin, en direct et en public, Studio 1, à quelques mètres seulement des bureaux du Top 50. C'était une scène publique avec, il y avait une centaine de personnes qui venaient tous les matins assister à l'émission en direct. Et Michel Drucker recevait à la fois des comédiens sortis de films, des auteurs et bien évidemment des chanteurs. Et dès qu'on avait un chanteur qui était frissonnant du top ou classé dans le top, on mettait les caméras et on tournait en live chez Michel Drucker. Bon, ça fait pas des clips à 12 millions, voilà, mais c'est pas Thriller de Michael Jackson, mais enfin on avait enfin de l'image à diffuser dans le top 50. Ouais, je crois que le top a changé les mentalités, au moins pour l'image, au moins pour le vidéoclip, parce que là les maisons de disques se sont rendues compte que sans image c'était impossible, c'est-à-dire que le chanteur était un petit peu dépassé. La sortie d'un clip devenait un événement, quoi. On avait fait Johnny Johnny de Jeanne Masse dans une espèce de cage en verre. On avait mis Jeanne Masse qui dansait, qui bougeait en chantant Johnny Johnny avec deux axes caméra. Voilà, bon, on se débrouillait comme on pouvait, quoi. Selon Marc Toesca, la force du Top 50, c'est aussi de pouvoir rassembler tous les publics. C'est que ça a changé les mentalités des programmateurs des grosses émissions de télé. Cure, un jour, a quand même fait Drucker, a fait Champs-Élysées. Cure était Robert Smith et sa bande sont arrivés habillés avec des tabliers de ménagères, et puis voilà, quoi, c'était... Et ça devenait un prétexte. C'est-à-dire que Foucault, Sacrée Soirée, il invitait un groupe un peu pointu, il disait, voilà, machin, classé 8e du Top 50. Donc dès l'instant où on disait c'est classé dans le top, ça avait une légitimité. Donc effectivement, le top a changé beaucoup de choses dans les mentalités, et en tous les cas a changé cette manière d'écouter de la musique et de proposer de la musique. Alors, la suite, Philippe, avec quel titre ? Oui, mon cher Yann Egan, avec l'actuel numéro 1, c'est quand même une vraie surprise. Sur Canal+, avant de céder sa place en 1991, Marc Toesca aura présenté le Top 50 pendant 7 ans. Et il aura prononcé plus de 1500 fois sa fameuse accroche « Salut les petits clous ». Sur Europe 1, Yann Egan restera aux commandes jusqu'en 1987. Il sera ensuite remplacé par Laurence Boccolini, puis par Jean-Luc Delarue, qui faisait d'ailleurs ses débuts en radio à cette occasion. La star, c'est le classement, disait Philippe Gildas, fondateur du Top. Mais sans faire offense à tous ceux qui ont un jour présenté le Top, cette émission emblématique des années 80 reste totalement liée à la personnalité et à la voix de Marc Toesca. Son style décontracté et son humour piquant n'ont pas été étrangers, loin de là, au succès phénoménal du Top 50. On se retrouve lundi entre midi et midi 30 avec des clips du Top et un frictionnant, et puis lundi 20h avec un invité. Passez tous une très bonne soirée sur Canal+. Salut les petits clous de mon cœur, au revoir. Vous venez d'écouter le podcast 40 ans du Top 50, les dessous d'une émission culte. Incarnation, Omblin Roche. Auteur, Julien Pichenet. Direction artistique, Sébastien Guidis. Merci à Marc Toesca, Yann Egan et Sloan.